satellitaire afin de ressortir, par exemple, une carte de captation de sol, ce qu'on appelle l'Induced Land Cover. Donc ça, c'est une donnée et ça aussi, c'est une donnée. Donc, c'est 2 données extraites. Il y a, finalement des données qui sont téléchargées téléchargées sur les sites internet. On va les voir ensemble sur des sites internet qui nous permettent d'avoir des données, par exemple, il y a par exemple, pas mal de sites qui vont vous permettre d'avoir des images satellitaires, des données climatiques, et cetera. Donc, par exemple, il y a pour les données climatiques, il y a par exemple le Global Weather pour donner du climat, d'accord? Par exemple, les pluies, les températures, et cetera. Et il y a pas mal de sites pour téléchargement des imageries satellitaires. Il y a par exemple le site USGS, il y a le SAS Planet, par exemple, il y a Copernicus. Donc tout ça, ce sont des sites que vous pouvez consulter, donc on peut les voir. Donc voilà, vous pouvez par exemple consulter USGS. Donc USGS, on l'appelle aussi Earth Explorer, d'accord? Donc vous le voyez quand je clique, donc je peux avoir accès à cette plateforme ou bien à ce site. Bien sûr, vous devez créer un compte, c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas vous connecter et surtout vous télécharger les données. Donc vous passez par ce login pour pouvoir, pour pouvoir extraire des données. Donc si je pars un peu en bas, donc je peux par exemple chercher des données pour une zone et pour une date. Je fais par exemple search from une date à une date. Et par la suite, quand je clique sur dataset, donc vous voyez, il vous propose un ensemble de données allant des images aériennes jusqu'à, si vous voulez, ce qui nous intéresse, donc surtout, par exemple, le digital elevation, c'est les IMT. Et, et puis, il y a, quoi d'autre? Il y a les land cover, c'est l'occupation de sol, d'accord? Et par la suite, il y a des images Landsat. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des images Landsat. Et puis, il y a les images radar, d'accord, etc. Par exemple, si je clique sur Landsat, je peux aller, par exemple, au niveau de Landsat Collection 2 et je prendrai, par exemple, Landsat 8 et Landsat 9. Alors, je peux ajouter d'autres critères si j'ai d'autres filtres. Et par la suite, je clique sur Results. Vous allez voir, ça va me donner un ensemble de datasets que je peux utiliser. Alors, voilà. Donc, on va attendre un petit peu, un petit moment. Alors, donc, donc voilà, vous voyez, il m'a donné un ensemble d'images, c'est à peu près 45 000. Donc, c'est 45 000 parce que je n'ai pas fait de filtre. C'est pour cela que j'ai ce nombre élevé. Bien sûr, on fait des filtres, c'est-à-dire on essaye de chercher des images qui sont un peu plus claires, qui sont un peu plus nettes et qui n'ont pas de, si vous voulez, beaucoup de nuances, beaucoup de nuages, etc. euh, Jusqu'à ce que vous trouverez des images les plus adéquates pour votre zone d'étude. Et une fois c'est fait, donc vous pouvez les télécharger facilement. Alors, il y a j'ai parlé aussi de SAS Planet. Donc, SAS Planet, c'est aussi un site
qui vous permettent d'avoir pas mal de données. Donc, vous pouvez télécharger ici l'application. Par la suite, télécharger des données en relation avec des imageries satellitaires pour votre zone. Donc, si vous aurez l'occasion de consulter ce site. Et finalement, il y a Copernicus. Donc, on a parlé de Copernicus aussi. Donc, on peut aller à la home page, c'est-à-dire la page officielle de Copernicus. Donc, vous avez ici accès aux données, Access to Data. Donc, bien sûr, il faut créer un compte pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce site. Donc, Access to Data. Voilà. En attendant qu'elle s'ouvre, donc on va attendre une minute. Vous pouvez avoir accès à pas mal de données, d'accord? Donc, vous avez ici un workflow qui vous explique l'ensemble des données que vous pouvez avoir sur ce site. C'est des données qui sont vraiment très, très intéressantes, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer et consulter ce site-là, dans lequel vous pouvez avoir des données en relation avec la surface de la Terre, les sols, c'est la géomorphologie, etc. Des données marines, des données atmosphériques, des données sur climate change, etc. Alors, j'ai parlé aussi de Global Weather pour les données climatiques. Global Weather, voilà. Donc, c'est des sites qui vous permettent d'avoir aussi des données en relation avec le climat. D'accord? Donc, il y a pas mal de modèles qui vous permettent d'avoir des données climatiques, c'est-à-dire les précipitations, les vents, l'ensoleillement, l'humidité, l'évapotranspiration, etc. D'accord? Alors, très bien. Donc, on avance. Alors, si j'ai des données que j'ai récupérées auprès d'un organisme, tout à l'heure, j'ai dit par exemple des données qu'on peut demander à d'autres organismes. Par exemple, j'ai des photographies aériennes et je dois si, si j'achète par exemple des photographies aériennes auprès d'une agence, par exemple au Maroc, il y a l'agence qu'on a discuté l'autre fois, c'est la ENCFCC, je pense. Voilà, la NCFCC, donc c'est l'Agence nationale de conservation foncière et de cadastre, de cartographie et de cadastre. Donc ici, vous pouvez acheter des photos aériennes. Donc les photos aériennes, on les produit à l'aide soit des avions, soit des drones. Donc généralement, ils vous donnent des cartes papier et pour les scanner, donc il faut utiliser un scan à très haute résolution. C'est ce qu'on appelle le balayage électronique. Sinon, vous ne pourrez pas traiter ou bien extraire des données qui sont à l'intérieur, qui sont stockées dans ce genre de données. Alors, pourquoi je parle de notion si vous voulez, de résolution? Il est important ici, par exemple, si je prends une carte topographique, par exemple, je vais prendre la carte topographique de Mohammedia, vous voyez que euh, à première vue, c'est illisible. Ça se voit que je peux rien lire. Mais quand je fais le zoom, ça devient plus clair. C'est-à-dire, plus je zoome, plus ça devient plus clair. Donc, ça démontre que cette carte-là, quand elle a été préparée, elle a été préparée sur une très haute résolution. D'accord? Sur une résolution très importante. Et c'est ça ce qu'on appelle la notion de résolution. Donc, quand on fait le scannage, il faut penser à la résolution pour garder, si vous voulez, la qualité du données. Très bien. Alors, il y a la digitalisation. Donc, la digitalisation, tout simplement, c'est que si j'ai des objets ici, par exemple au niveau de cette carte, je m'intéresse, par exemple, que au réseau routier, ou bien je m'intéresse que
aux zones bâties, c'est-à-dire là où il y a les constructions. Donc, bien sûr, je ne peux rien faire ici, ni modifier, ni calculer des paramètres de superficie, de longueur, etc. Parce que je suis sur une carte qui est raster. D'accord? Alors, pour pouvoir faire ce genre de manipulation, je dois digitaliser ces objets-là. C'est ce qu'on appelle la digitalisation et la numérisation. C'est-à-dire, j'essaie de numériser, de digitaliser et de transformer les objets du format raster en format tout simplement vectoriel en faisant des dessins ou bien en se basant sur la composante ou bien la fonctionnalité du cycle qu'on a discuté l'autre fois qui est les dessins assistés par ordinateur ou bien la cartographie assistée par ordinateur. Ok, on continue. Est-ce que c'est bon, Shabab? Vous m'entendez? D'accord? Parce que la fille شوية الرواح, la voix شوية ضعيفة, donc très bien. Donc on continue. Alors, et puis il y a le système de positionnement GPS. C'est des systèmes GPS qui permettent de faire aussi ou bien de produire aussi des données. Je vous donnerai un exemple. Supposons que un géotechnicien, par exemple, il va faire une étude géotechnique sur un terrain, comme ça. Alors, tout simplement, il va faire un relevé d'échantillons, c'est-à-dire il va prélever un ensemble d'échantillons. Ça dépend des besoins, ça dépend des objectifs et des problématiques qu'il veut traiter, d'accord? Et après, bien sûr, il va faire des analyses de labo, c'est-à-dire un travail de laboratoire. Donc, il va traiter tous les paramètres que vous connaissez en géotechnique, d'accord? C'est-à-dire les essais les mécaniques, les propriétés physiques du sol, etc. Et par la suite, si il souhaite représenter ça dans un SIG et faire des traitements dans un SIG, il ne pourra pas le faire, sauf si, ou bien à condition que chaque point, ça veut dire chaque échantillon, je vais le nommer par exemple échantillon 1, il doit disposer des coordonnées X et Y. C'est-à-dire, lorsqu'il va faire l'échantillonnage, avant de faire l'échantillonnage, il doit prendre les coordonnées GPS de chaque point. Ça, c'est fondamental. Sinon, il ne pourra pas traiter les données dans un SIG. Parce que si vous vous rappelez, quand on a défini le SIG, la science précédente, on a dit que c'est un système qui permet la collecte, la gestion, etc. des données, mais des données qui sont à référence spatiale, c'est-à-dire des données qui disposent d'une référence spatiale. Et c'est ça la particularité des SIG par rapport aux autres logiciels et par rapport aux autres programmes que vous connaissez. Il y a aussi un deuxième méthode d'acquisition de données et qui permettent de positionner ces données dans l'espace, c'est des levées topographiques. Donc, les levées topographiques, on peut les faire à l'aide des théodolites, bien d'une manière générale, ce qu'on appelle les stations totales. Donc, ces diodolites, elles nous permettent d'avoir des données qui sont bien positionnées dans l'espace. Ça veut dire quand on fait un levé, bien sûr, chaque point levé, et il va avoir ses coordonnées. Donc, on peut par la suite transformer ça ou bien importer ça dans un SIG et faire des traitements en fonction, bien sûr, des objectifs qu'on vise à avoir. Alors, les photographies aériennes, donc je l'ai discuté tout à l'heure. Donc, j'ai dit, généralement, c'est des photographies aériennes faites soit par des avions, soit par des drones. Donc, ça dépend de la résolution et ça dépend aussi de l'objectif et qui contient pas mal d'informations que nous pouvons extraire tout simplement en faisant des traitements bien particuliers. Les images satellitaires, au contraire, ce sont des images captées par des satellites. Donc les satellites, ils sont différents. Donc vous avez vu tout à l'heure, on a vu des images de type Landsat, Landsat 1, 2, 7, 8, 9.
Et puis, il y a des images de type Sentinelle avec une résolution un peu plus bonne. Donc, on a des résolutions de, si vous voulez, entre 10 à 12 mètres. Et bien sûr, il y a des images spot, il y a des images hyperspectrales, ce qu'on appelle hyperspectrales. Donc, elle contient beaucoup de bandes. Et il y a des images qui peuvent aller jusqu'à l'échelle centimétrique, il y a même moins. Donc ça dépend. Bien sûr, à chaque fois que la résolution elle est plus élevée, généralement, l'image ne sera pas disponible. Soit on doit l'acheter, soit il n'est pas totalement disponible. Alors finalement, en termes d'acquisition de données, il y a des données qui sont traitées dans d'autres logiciels et que nous pouvons importer euh, sur un SIG. Donc là, il faut faire attention à une chose importante. Vous devez faire attention à ce qu'on appelle la notion de l'extension. Donc, extension, pourquoi? Parce que, par exemple, si je travaille sur Google Earth, d'accord? Alors, l'intervalle entre, si vous voulez, Google Earth ou bien la relation Google Earth SIG ou bien ArcGIS, généralement, on doit enregistrer nos données sous format de KML et, et KMZ. C'est-à-dire quand on enregistre, par exemple, on a fait un travail, par exemple, carte d'occupation de sol, lorsque je vais l'enregistrer, je dois l'enregistrer sous cette extension, .kml, et par la suite sur ArcGIS, c'est .landuse, landcover.kmz. Comme ça, je peux lire facilement les travaux faits sur ArcGIS dans Google Earth ou bien les travaux faits dans Google Earth sur ArcGIS. Il y a tout ce qui est données tabulaires, c'est données tabulaires. Donc, généralement, c'est des données euh, qu'on peut directement importer sur le SIG, donc à condition que d'avoir une extension ou enregistrer une extension .dbf. Donc, si j'ai un dossier sur Excel, pardon, si j'ai un dossier sur Excel et c'est un document qui est énorme, qui contient beaucoup de données, donc je peux tout simplement l'enregistrer en format, par exemple, nom .dbf, et par la suite, je peux l'importer sur SIG. Donc, il y a d'autres fichiers. Par exemple, vous avez les fichiers de type CSV, .csv. Par exemple, je peux travailler sur AutoCAD et par la suite enregistrer mon travail en CSV et je peux bien sûr le traiter facilement dans un SIG. Donc là, c'est des données, il faut faire attention, c'est des données qu'on peut, c'est-à-dire c'est un passage des- d'un type de données à un autre, surtout pour des données qui sont traitées dans d'autres logiciels, donc qu'on peut par la suite importer dans les SIG. Voilà, c'est ce qu'on appelle des fichiers importés dans les SIG. Très bien. Alors, on arrive à la dernière partie de ce cours. On va parler des systèmes d'information, bien des systèmes de coordonnées, d'accord? Donc, d'une manière générale, je vais vous parler si vous voulez, des systèmes, deux types de systèmes. C'est ce qu'on appelle les systèmes de coordonnées, d'accord? Système de coordonnées, voilà. Donc, on va parler principalement des systèmes, c'est ce qu'on appelle, pardon, des systèmes géographiques et des systèmes qui sont projetés. Donc, il y a des systèmes qu'on les nomme SC. SC, ça veut dire système de coordonnées géographiques. Donc, ce genre de système se caractérise par certaines caractéristiques. Donc, déjà, l'unité
c'est degrés, c'est degrés décimal, pardon, degrés, c'est degrés décimal, voilà. Et puis les coordonnées sont généralement exprimées en longitude et latitude. Voilà. Quand on dit longitude et latitude, tout simplement, latitude, c'est l'équivalent du X, et longitude, c'est l'équivalent du Y. Et ils sont exprimés, les coordonnées sont exprimées il est où? En minutes, voilà. Et puis non, en degrés, ça c'est le degré. Et puis en minutes. Et puis en secondes. D'accord? C'est comme ça qu'on exprime les données dans un cycle. Donc ça c'est minutes. Ça c'est, ah non, ça c'est, excusez-moi, ça c'est degrés. Et puis ça c'est minutes. Et finalement ça c'est secondes. Très bien. Alors, normalement, le deuxième type de système de coordonnées, c'est ce qu'on appelle les systèmes de coordonnées projetés. D'accord? Alors, ce genre de système, généralement, c'est des systèmes avec l'unité, c'est c'est le mètre, c'est le mètre, voilà, c'est métrique, d'accord? C'est le mètre. Donc, c'est un système métrique. Et les coordonnées, généralement, elles sont exprimées en X et Y, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des données kilométriques. Kilométriques, d'accord? Donc, ils sont exprimés soit en kilomètres, soit en mètres. Alors, le passage normalement d'un système de projection à un autre, par exemple, on peut passer de celui-là à celui-là, parce que celui-là, il représente si vous voulez, la représentation 3D de la Terre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il mesure les angles, alors que celui-là, c'est la représentation 2D. C'est comme on essaye de passer d'une forme réelle de la Terre vers un plan X, Y. D'accord? Ça veut dire si on a un point ici, on va tout simplement projeter sur cet axe pour avoir Y et sur cet axe pour avoir X. Voilà. Alors, on va essayer de parler un petit peu du système, en détail. Mais avant, je dois si vous voulez, vous montrer un petit peu déjà la surface ou bien la forme de la Terre, comment il est et pourquoi on fait ce genre de transformation pour pouvoir, parce que les systèmes de coordonnées, vous ne pouvez pas travailler dans les cycles si vous n'avez pas, fixé, des systèmes de coordonnées. C'est une étape, fondamentale, c'est une étape très importante. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, heu, bien sûr, si vous prenez le domaine de l'aviation, le domaine du navire, les navires, par exemple, les bateaux et cetera, généralement, ils se basent sur ce genre de coordonnées qui sont géographiques, c'est-à-dire longitude, latitude et pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus précises par rapport aux projections métriques X et Y. Alors, si on prend notre globe terrestre, normalement, pour la majorité des gens, le globe terrestre, il est comme ça. C'est c'est une sphère avec la partie, si vous voulez, polaire. Les pôles, ils sont un peu aplatis, et elle est un peu large vers l'équateur. Alors c'est pas correct. C'est pas ça la vraie forme de notre globe terrestre. Donc la vraie forme de notre globe terrestre, il n'est pas assimilé à une forme géométrique bien définie. C'est pour cela les projections, ils sont un peu plus difficiles. Donc, si j'essaie de dessiner la vraie forme de la Terre, normalement, il y a des zones où il y a des chaînes de montagnes, par exemple, comme ça. Si on prend la chaîne d'Himalaya, par exemple, et par la suite, les zones tabulaires ou bien les plaines, et après, il y a des zones des océans.
Et après la même chose, des chaînes, des plaines, d'accord? Et puis, voilà, des plaines, des chaînes de montagnes, des plaines, des océans, des chaînes de montagnes, des plaines, des océans. C'est comme un gros rocher. C'est ça la vraie forme de notre Terre. Elle est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des zones où il y a un excès de masse et il y a des zones où il y a un déficit de masse qui sont couvertes par les océans. D'accord? Ça, c'est la vraie forme de notre Terre. Alors, donc, ici, je parle de ce qu'on appelle excès de masse. Ça veut dire quoi, excès de masse? C'est comme un plus de masse. Excès de masse, ou bien de matière. Et il y a des zones avec un déficit de matière, ou bien de masse. Alors, les chercheurs, ou bien les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pouvoir projeter le globe terrestre sur des cartes, c'est très difficile sur ce genre de forme. Alors, ils ont inventé des formes, si vous voulez, imaginaires, mais qui permettent un petit peu de combler et de modifier la surface de la Terre pour qu'elle soit représentable. Donc, on a déjà ce qu'on appelle le géoïde. Donc, ils ont inventé le géoïde. Donc, c'est quoi le géoïde? Tout simplement, le géoïde, il essaye de faire un équilibre entre les zones où il y a déficit de masse, excès de masse, par exemple les montagnes, par rapport aux zones où il y a déficit de masse. Donc, le géoïde, automatiquement, il va passer au-dessous, au-dessous des zones où il y a excès de masse et au-dessus des zones où il y a déficit de masse. Donc, puisqu'ici c'est une chaîne de montagnes, donc غيكون تحت, ça c'est un océan الفوق. Zone plane غيكون تقريبا معها, et ça c'est fort, en bas, etc. Donc vous voyez, c'est comme on prend de la matière ici et on la remet ici. D'accord? Alors, on a obtenu cette forme. Mais cette forme, elle n'est pas parfaite. C'est pas une forme parfaite. Elle a donné un petit peu quelque chose comme ça. Je vais vous montrer une photo. Voilà, c'est ça le géoïde. Donc vous voyez, elle a donné cette forme. Donc la surface réelle de la Terre, elle est comme ça. Vous avez des chaînes de montagnes, vous avez des zones des océans. Donc le géoïde, il essaie de combler les différences tout en gardant l'équilibre. Donc il a donné une surface comme ça. Pour les scientifiques, c'est pas encore évident. Pourquoi? Parce que ça ne va pas permettre de faire de bonnes projections et surtout de bons calculs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont équilibrer d'une façon parfaite les zones où il y a excès de masse par rapport aux zones où il y a déficit de masse. Donc, ils ont tout simplement inventé ce qu'on appelle des ellipsoïdes, d'accord? Des ellipsoïdes qui sont un peu plus, donc ils ont trouvé quelque chose comme ça, un peu plus aplani ou aplati au niveau du pôle et un peu plus large au niveau de l'équateur. Donc ils ont inventé ça, ils l'ont appelé bien sûr un développé vert, voilà, ils l'ont appelé ellipsoïde. C'est l'ellipsoïde, voilà. Donc l'ellipsoïde, donc cet ellipsoïde, bien sûr, il a un centre, un point central. C'est la représentation qui facilite un peu, si vous voulez, les calculs pour notre globe terrestre. Donc, vous voyez, l'ellipsoïde, il est parfait. Donc, il passe par au-dessus des mers et au-dessous des chaînes de montagnes pour pouvoir donner une représentation, si vous voulez, plus facile pour notre globe. Alors, après, les chercheurs, ils ont pensé à la notion de précision, parce que quand on utilise un ellipsoïde global, celui-là, c'est pas comme quand on utilise un ellipsoïde un peu plus local. Par exemple, si nous avons le territoire marocain ici, pourquoi
au lieu d'utiliser l'ellipsoïde global pour faire la projection, pourquoi ne pas inventer des ellipsoïdes locaux pour chaque région? D'accord? C'est ce qu'on appelle un ellipsoïde local. Donc, un ellipsoïde local, je vais l'écrire ici, ellipsoïde local, ou bien tout simplement, c'est ce qu'on appelle le datum. D'accord? Le datum. Donc, pour chaque région, il y a son datum, c'est-à-dire il y a son ellipsoïde local. Par exemple, ici, pour notre cas, pour le Maroc, donc le datum, ça s'appelle le point Machiche. Donc, il se trouve aux alentours de Casa, c'est le point Machiche. Par exemple, au niveau de Tunis, Tunisie, c'est Carthage, etc. Donc, chaque région, il a son point de référence et son datum local qui permet de faire des projections. Très bien. Alors, maintenant, puisque on travaille avec des données qui sont géographiques, exprimées en longitude et en latitude, alors on doit définir c'est quoi? C'est quoi longitude et c'est quoi latitude? Alors, c'est très simple. Donc, longitude et latitude, normalement, latitude, c'est l'équivalent du X et longitude, c'est l'équivalent du Y. Alors, il faut garder dans l'esprit que, bien sûr, notre globe terrestre, il est formé bien sûr, en plusieurs, subdivisé, pardon, en plusieurs parallèles et euh, plusieurs méridiens. Alors, si je prends l'ellipsoïde, il est comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle le parallèle principal, ou bien le méridien principal, il passe par là, d'accord? Voilà, il est comme ça. Donc, le méridien principal, tout simplement, c'est le Greenwich, ou bien le Greenwich, c'est le G. Et d'ailleurs, là, il passe par le Maroc, au niveau du Maroc. Alors, il faut imaginer que ce, ce méridien, voilà, il passe de l'autre côté de la Terre, c'est-à-dire il passe par là, d'accord? Donc, il faut l'imaginer en 3D, il faut imaginer qu'il est comme ça, d'accord? C'est-à-dire, il passe de l'autre côté de la Terre, voilà, c'est comme un plan, donc voici la Terre, donc c'est comme un plan qui la subdivise en deux, c'est bon? Alors, et puis il y a le parallèle principal, c'est tout simplement l'équateur. Donc le parallèle principal, c'est ce qu'on appelle l'équateur. Voilà, c'est l'équateur. Donc il faut penser aussi qu'il est de l'autre côté en 3D, parce que c'est un plan. Si je veux le dessiner, il est comme ça, d'accord? Donc c'est un plan, tout ça c'est un plan, d'accord? Ou bien je peux le colorier, ce sera mieux. Donc tout ça c'est un plan qui, bien sûr, subdivise notre globe terrestre en, en deux parties, en deux hémisphères. C'est-à-dire, il y a cette partie basse, l'hémisphère sud, et la partie haute, l'hémisphère nord. Alors, donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la base de coordonnées géographiques, d'accord? Alors, plus on s'éloigne si vous voulez, de méridien principal vers l'est, plus on augmente en termes de valeur. D'accord? C'est-à-dire, ça varie de 0 ici, jusqu'à ce qu'on va faire un demi-tour, c'est c'est un angle de 180. D'accord? C'est un angle de 180. Et la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire on va diminuer les angles. Et la même chose ici, au niveau de l'équateur, c'est la valeur 0. Et plus on part vers le nord, on va aller à une valeur de 90
au niveau de le pôle nord et la même chose ici, on s'éloigne de l'équateur, peut aller à des valeurs de -90 au niveau du pôle sud. Très bien. Alors maintenant, si j'ai un point, voilà, un point, je peux choisir une autre couleur, par exemple, verte, couleur verte, un point ici, donc un point A et je veux savoir ses coordonnées, bien sûr exprimées en longitude, c'est combien? Et latitude, c'est combien? Alors, les coordonnées géographiques, normalement, elles sont exprimées par des angles. C'est des angles, d'accord? Donc, c'est l'angle que fait tout simplement pour la longitude, c'est l'angle que fait un méridien, un plan formé par le méridien passant par ce point, par rapport au plan du méridien principal. Ça veut dire, on va afficher le schéma de ce diapo. Donc, si je prends ce schéma-là, donc vous voyez ce point A, normalement au niveau de ce point, là, il y a un méridien qui passe par ce point. C'est ce qu'on appelle le méridien du lieu. Mais ce méridien du lieu, il faut imaginer que c'est un plan. C'est pas une ligne, c'est un plan. Pourquoi? Parce qu'il traverse tout le globe. C'est pour cela ici, on le met vers les pointillés pour montrer que c'est un plan. Tout ça, c'est un plan. Et de l'autre côté, voilà, il y a un deuxième plan. C'est quoi? C'est le plan de méridien principal. Il y a le G, qui est aussi un plan qui passe de l'autre côté. Automatiquement, les deux plans, ils se recoupent au centre de la Terre, d'accord? Et ils vont former l'angle هذا. C'est ce qu'on appelle l'angle lambda. Et la valeur de cet angle, c'est la valeur de longitude de ce point A. Alors, on va vérifier dès que la règle qu'on a dit. Si je glisse horizontalement le point A, ça veut dire quoi? Je le glisse horizontalement, je le déplace à gauche ou bien je le déplace à droite. Si je le déplace à gauche, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de minimiser et faire diminuer l'angle. Et c'est normal parce que plus je m'approche du méridien d'origine, plus je m'approche de la valeur zéro. Et c'est logique parce que je vais faire bouger le point A, c'est-à-dire cette ligne, elle va bouger. Si j'arrive ici, les deux lignes, ils sont superposées. Donc, c'est la valeur zéro. Alors que si je pars de l'autre côté, je suis en train de m'éloigner de G, du méridien d'origine. Donc, l'angle devient un peu plus forte. Jusqu'à ce que je serai de l'autre côté de la Terre, où l'angle sera rectiligne, c'est-à-dire radar et est 190 degrés. D'accord? Et bien sûr, puisque 190 degrés, donc de l'autre côté, il y a la même chose. Parce que si je continue à compléter hada haka ou hada haka, alors l'angle, son équivalent là, de l'autre côté. داك الشيء درتو في الإعدادي ديال زاويتان متقابلتان etc. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'arriverai à représenter ça sur Paint? Parce que c'est pas vraiment évident. Alors, si, j'ai un plan qui est comme ça, voilà, je vais essayer de le dessiner. Ça, c'est le plan, par exemple, du point, A, d'accord? Voilà, et j'aurai un deuxième plan, heu, normalement, ça doit être un peu incliné. Donc je dois avoir un deuxième plan, dire, en bleu,
Donc, ce plan-là, normalement, les deux, ils se recoupent. Il faut imaginer que هذا راه هذا le plan هذا jaune, راه il est comme ça. Il est incliné comme ça, d'accord? Et celui-là, je vais le colorier avec une autre couleur. Par exemple, de la couleur radis, d'accord? Il est orienté du sens inverse. C'est-à-dire, il est orienté, pardon, il est orienté comme ça, d'accord? Donc, normalement, ces deux plans-là, sur le plan tridimensionnel, voilà, ils se recoupent au niveau du centre de la Terre, d'accord? Donc, s'ils se recoupent au niveau du centre de la Terre, comme on a montré sur la figure, c'est-à-dire ils se recoupent ici, donc automatiquement, ces points-là, c'est-à-dire si je prends au niveau d'un point A, par exemple, je vais prendre sur les deux extrémités des plans, c'est-à-dire les deux extrémités visibles. Normalement, les deux extrémités visibles, شنو هما؟ هي هذه par rapport à هذه. Parce que cette extrémité n'est pas visible et هذه n'est pas visible pour le deuxième plan. Alors, si je prends un un point A ici, d'accord? Un point A, voilà, et je dessine l'angle par rapport au point A. Donc cet angle-là, c'est ce qu'on appelle, pardon, c'est ce qu'on appelle longitude, cet angle. Voilà, elle est là, c'est ce qu'on appelle longitude, lambda. Donc ce genre de coordonnées, c'est vraiment très, très important sur le terme, comme j'ai dit, de positionnement. Et pour l'attitude, pour l'attitude, elle est très simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, au lieu de faire la référence par rapport au méridien principal, on fait la référence par rapport à l'équateur, c'est-à-dire à l'équateur principal. Au parallèle principal, c'est l'équateur. Alors, si vous avez l'équateur ici, un plan ici, donc vous voyez les pointillés, et notre point, il est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je considère le parallèle qui passe par le point, un roi, le cercle, et par la suite, je trace un plan qui passe perpendiculairement, يعني خصو يكون perpendiculaire sur le point A et il passe au centre de la Terre. C'est-à-dire, il va traverser le point A et il va traverser le centre de la Terre, mais lorsqu'il traverse le point A, c'est d'une façon perpendiculaire. Alors, شنو كيعطيني؟ غيعطيني tout simplement هاد l'angle هادي, c'est l'angle phi. Donc cet angle, c'est la latitude, tout simplement. Alors, on va faire la même chose si on bouge d'une façon verticale, c'est-à-dire tout à l'heure on a bougé horizontalement, maintenant je vais bouger verticalement. Si je bouge vers le bas, je suis en train de diminuer l'angle. C'est-à-dire plus je m'approche de l'équateur, plus la valeur de cet angle devient faible. Jusqu'à ce que il va, le segment هذا, il va coïncider avec le segment. Donc je serai sur l'angle 0. Et au contraire, plus je me dirige vers le haut, plus cet angle devient plus ouverte, jusqu'à ce que j'arrive au pôle où je vais dessiner tout simplement Zawiya Qaima, un angle droit, c'est 90 degrés. C'est pour cela on a dit tout à l'heure que les valeurs de cet angle, il varie de 0 à 90 degrés. Il est là. D'accord? Alors, très bien. Maintenant, si j'ai un point ici A, chaque point, normalement, il a son similaire de l'autre côté de la Terre. Pourquoi? Parce que l'équateur, il divise la Terre en deux demi-cercles, demi-sphères, plutôt. C'est ce qu'on appelle l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc,
C'est pour cela il y a un problème. Pourquoi? Parce que هاد l'angle هذا il y a sens similaire de l'autre côté. Si je continue هاد la droite comme ça وهادي comme ça, هاد l'angle هذا il sera le même. Autrement dit, si je continue, pardon, de l'autre côté, je continue la ligne de l'autre côté, comme ça et comme ça, alors cet angle-là, هي هادي نيت. Mais il correspond à un autre point. C'est l'autre point اللي كاين في الجهة الأخرى ديال la Terre, c'est de l'autre côté. Donc, chaque point, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, lorsque vous avez deux angles qui sont comme ça, les angles ils sont égaux. Donc, pour éviter de problème, pour ne pas avoir des ambiguïtés en termes d'angle, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des lettres. Par exemple, si pour un point A, je veux écrire les coordonnées de longitude et latitude. Alors, supposons que pour longitude, j'ai, par exemple, 30 degrés, 12 minutes, 20 secondes, et on ajoute la lettre N ou la lettre S. Alors, on va expliquer c'est quoi N et S. Et après, la même chose pour latitude. Donc, vous aurez, par exemple, 5, moins 5 ou le 5 degrés. Pardon, 5 degrés, Léo. Voilà, 5 degrés, 15 minutes, par exemple, 30 secondes. 30 secondes et on ajoute le E ou bien le W. Est, on a l'ouest. Alors, c'est quoi? Tout simplement, c'est en fonction de la position de votre point. Ça veut dire, si mon point il est là, le A, donc vous voyez, il est au nord, c'est-à-dire il est dans la partie nord de l'équateur, c'est-à-dire il est au niveau de l'hémisphère nord. Donc automatiquement, on va garder le N, on va supprimer le S. D'accord? Parce que pourquoi l'équivalent exact ou bien le similaire de ce point, les ONS 30 degrés, 12 minutes, 20 secondes, il se trouve l'autre hémisphère, l'autre côté de la Terre, mais dans la partie sud. Donc, on va ajouter le S pour faire la différence entre les deux. La même chose ici, si vous avez un point A qui est à moins 5, 15, 30, il est à l'est, c'est-à-dire à la droite du méridien principal, donc on ajoute le E. Si il est de l'autre côté, c'est-à-dire son similaire exact de l'autre côté, pour ne pas avoir des problèmes de localisation, on ajoute tout simplement le W ou bien le O. Ça dépend est-ce que c'est en français ou bien en anglais. L'ouest. D'accord? Donc ça, c'est une expression très, très importante, très, très intéressante pour les coordonnées géographiques et surtout quand on choisit dans un SIG un système de projection géographique. Très bien. Alors, donc on a parlé de ça. Maintenant, les systèmes de coordonnées projetés. Alors, les systèmes de coordonnées projetés, ils sont très simples. Donc, ce sont des systèmes métriques, c'est-à-dire l'unité, généralement, c'est en mètres. Et c'est des systèmes qui permettent de passer des données ou bien des coordonnées qui sont en longitude et latitude vers des coordonnées qui sont en X et Y. Alors, longitude, elle représente le X et latitude, elle représente le Y, tout simplement. Donc, c'est le passage en mode 3D à un mode XY, ça veut dire un mode plan. C'est le mode de plan XY, tout simplement. Alors, quels sont les types de projections qu'on connaît, de projections projetées?
Donc, il y a différents types de projections. Donc, on va parler de ce qu'on appelle des projections conformes. Donc, ce sont des projections qui gardent la forme locale et les angles. Il y a des projections équivalentes. Généralement, elles gardent les aires et les autres propriétés sont déformées, par exemple la forme, l'angle et l'échelle. Et il y a des projections euh, équidistantes qui essayent de garder surtout les distances. Alors, ce genre de projection, parce que quand on passe de 3D à 2D, ça change vraiment la réalité de terrain. Alors, ce genre de projection, c'est ce qu'il cause de temps en temps des problèmes au niveau du carte. Tout à l'heure, j'ai parlé avec les autres étudiants sur, par exemple, la carte du monde. Quand vous analysez la carte du monde, vous remarquez que dans la majorité de ces cartes, pas toutes bien sûr, il y a certaines cartes qui montrent que l'Europe, surtout, ou bien les zones qui se situent ici, c'est-à-dire qui sont proches un peu du pôle, ils ont une taille et une superficie beaucoup plus grande par rapport aux zones équatoriales. Par exemple, si vous comparez l'Europe et l'Afrique, ça se voit que l'Europe elle est un peu plus grande. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est juste des fautes de projection et des problèmes de projection qui changent un petit peu les dimensions. Donc, en réalité, c'est l'Afrique qui est beaucoup plus grande. Donc, si je prends par exemple euh, carte, bien problème bien euh, problème, voilà, de projection des euh, d'Afrique et Europe sur carte, sur carte, ou bien on va faire tout simplement euh, taille de l'Afrique par rapport à l'Europe, par rapport à l'Europe sur les cartes. Alors voilà, donc vous voyez, ces distorsions, c'est ce qu'on appelle des distorsions de Mercator. Donc ces distorsions, ils gardent les angles, mais ils exagèrent un petit peu les zones proches du pôle. C'est ce que j'ai dit. Par exemple le Groenland et l'Europe, alors que les zones qui sont un peu plus proches de l'équateur, par exemple l'Afrique, il les rétrécit un petit peu. Alors en réalité, l'Afrique est 3 à 4 fois plus grande que l'Europe. Vous voyez, c'est le triple. Alors que sur les cartes, ça se voit que l'Europe elle est un peu plus grande. Donc on peut prendre par exemple les cartes, on peut mettre carte du monde, carte du monde Mercateur. Voilà. Euh, et on peut vérifier sur Google Images si on arrive à avoir un peu de carte. Voilà. Donc vous voyez par exemple sur ces cartes-là, ou bien sur cette carte-là, et même celle-là, vous voyez les dimensions du continent européen et asien, d'accord, par rapport à l'Afrique, et les dimensions de l'Amérique par rapport à l'Amérique du Sud. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est ces deux continents-là qui sont beaucoup plus grands par rapport à ces deux continents. D'accord? وهادي le Greenland, normalement, le Greenland, là, ça se voit que c'est même taille que l'Afrique. Alors que non, en réalité, la superficie du Groenland, c'est petite. On peut vérifier ici, par exemple. On va mettre superficie de l'Afrique par rapport à Groenland. Voilà. Donc, l'Afrique est environ 15 fois plus grande. 15 fois plus grande. Superficie de l'Afrique, c'est à peu près 30 millions de kilomètres carrés. Au Groenland, c'est juste 2 millions. D'accord? Donc 30 millions par rapport à 2 millions. Mais sur les cartes, ça se voit que c'est la même taille. Donc je peux découper à du Groenland et la mettre sur toute l'Afrique.
D'accord? Donc pourquoi je dis ça? Juste pour vous dire que les types de projections, il y a des projections qui gardent les distances, il y a des projections qui changent un petit peu les angles, et cetera. Donc ça dépend des objectifs de votre projet et si vous voulez, quel type de projection vous devez, choisir, lorsque vous faites votre travail. Alors on continue. Pardon. Alors les projections, qui existent, donc il y a les projections, coniques, c'est-à-dire on on considère, des, surfaces coniques qui entourent si vous voulez, qui entourent le globe terrestre ou bien qui entourent surtout l'ellipsoïde et qui vont permettre de faire la projection et par la suite, on passe de représentation 3D à représentation 2D. Il y a la représentation, cylindrique, et puis la représentation, on l'appelle tangentielle, ou bien équatoriale, ou bien planaire, ou bien azimutale. Donc toutes les appellations sont correctes. Donc dans laquelle on imagine des plans tangentiels à notre globe terrestre et qui nous permettent de faire la projection. Alors, maintenant, quelles sont les projections, qu'on utilise au Maroc? Alors au Maroc, on a, différents types de projections. Donc il y a, d'abord, on va parler de ce qu'on appelle la projection UTM, Universal Transverse Mercator. C'est, la projection Mercator qu'on vient de voir, ici et celle qu'on a dit, elle cause des problèmes si vous voulez, de changement de taille et de dimension et des distances. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cette, projection? Tout simplement, elle subdivise le territoire marocain en 3 zones. Donc il y a l'UTM zone 28, il y a l'UTM zone 29 et il y a l'UTM zone 30. Alors, 28, il couvre un petit peu la partie, sud du Maroc, c'est le Sahara marocain et la partie nord si vous voulez, de la Mauritanie. Et par la suite, il y a, la partie centrale du Maroc, c'est la zone 29 et finalement la partie, 30, c'est l'extrême nord-est. Alors, lorsqu'on compare bien sûr avec avec la Tunisie, par exemple, donc le faisceau, moyen du Maroc, c'est 29, on dit que c'est 29, mais en réalité, on a 3 faisceaux, d'accord? Alors qu'au niveau de la Tunisie, c'est 32, c'est logique, parce que la Tunisie se situe à l'est du Maroc, donc automatiquement, plus on s'éloigne du méridien principal, plus on va augmenter en termes de chiffres, c'est-à-dire on passe de 29, 30, 31 et 32. Heu bien sûr, puisqu'on prend 29, c'est une moyenne et la preuve, c'est que si vous avez le territoire marocain comme ça, par exemple, l'heure actuelle maintenant, c'est 11h52, ça, c'est une moyenne. C'est pas la vraie, heure dans tout le territoire marocain. Parce que tout le territoire marocain, il n'a pas la même heure. Mais nous, on prend la moyenne parce qu'il y a qu'une petite différence de minutes. La preuve, si vous prenez les horaires des prières, ils ne sont pas les mêmes. À Casa, par exemple, c'est pas la même chose qu'à El Rachidia, c'est pas la même chose qu'à Tanger. Donc, il y a des petites modifications en termes des horaires de la prière. Donc, ça démontre que le coucher de soleil aussi, c'est différent légèrement. Ça démontre que les horaires aussi, ils sont différents. Donc, c'est pour cela, même les projections, on prend des projections qui sont différentes. Alors, très bien. Donc, ce type de projection, donc normalement, on va le voir lorsqu'on va faire les TP. Donc, je peux le montrer directement sur ArcGIS. On va attendre que le logiciel s'ouvre. Alors,
Donc, bien sûr, je ne vais pas vous parler du logiciel maintenant, on laisse ça pour la séance prochaine, donc on va faire les TP, mais je vais juste vous montrer là, c'est quoi cette projection. Alors, si vous voyez quand j'ouvre le logiciel, à première vue, c'est l'unité, elle est inconnue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore choisi un système de projection. Alors, si je clique droit et je vérifie les propriétés, donc vous voyez en termes de coordinate system, ça veut dire le système de coordonnées, là, je n'ai pas encore aucun système de coordonnées. Donc vous avez deux, les deux qu'on a expliqués, Geographic Coordinate System, c'est-à-dire l'unité, c'est en degrés, minutes, secondes, et vous avez Projected Coordinate System. Alors au niveau du Projected Coordinate System, si je clique, vous avez pas mal de types. Alors l'UTM, on est en train de discuter ici, donc l'UTM, il dispose, donc vous avez des projections pour l'Afrique, pour les autres zones du monde, et vous avez les projections mondiales. Donc, au niveau des projections mondiales, mais c'est ce qu'on appelle le WGS 1984. Donc, il y a des projections pour l'hémisphère nord du globe terrestre, c'est-à-dire la partie nord du globe, et des projections pour la partie sud. Nous, on se situe au Maroc au niveau de la partie nord. Donc, je clique et je cherche l'UTM zone 28, 29 et 30. Donc voilà, 28, très bien, ici. Donc vous avez les trois zones pour notre, qui sont convenables pour notre territoire marocain, 28, 29, 30. Pour la Tunisie, par exemple, c'était 22. Alors, si je clique, vous allez voir tout simplement que maintenant, l'unité, elle se transforme en mètres. D'accord? Alors, revenons ici à nos présentations. Donc, il y a le deuxième type de système de coordonnées projetées qu'on utilise d'une manière générale, c'est le lambert conforme conique. Donc, le lambert conforme conique, c'est une représentation ou bien une projection en forme conique du globe. Donc, pour le Maroc, on a quatre zones en général. Donc, il y a une zone au nord, c'est la zone 1, zone 2, zone 3, jusqu'à zone 4 au niveau du sud. Alors, quelles sont les caractéristiques? Donc, vous avez ici, je passe au diaporama. Donc, vous avez pour la zone 1, la, la zone, le parallèle central, c'est 33 degrés 18 minutes. Bien sûr, N parce qu'il se situe au nord. Et puis, il y a la zone 2 et la zone 3. Donc, plus on s'approche vers le bas, donc vous voyez les degrés, euh, ils diminuent. Donc, c'est logique, hein, parce qu'on est en train de s'approcher de l'équateur. Alors, attendez une minute, attendez. Alors, donc voilà. Si on fait toujours cette comparaison entre celui tunisien et le marocain, donc vous allez voir que il y a, par exemple, pour le datum au Maroc, c'est Merchiche, comme j'ai dit tout à l'heure, le pseudo de Clark 1980. Et puis, pour la Tunisie, c'est Carthage. La longitude de référence, c'est 5 degrés 24 pour le Maroc. C'est l'équivalent en Tunisie de 9 degrés, 9. Alors que pour la latitude, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 33 degrés, 18 minutes. C'est l'équivalent de 37 grades. Et en Tunisie, si vous voulez, c'est 36 degrés. Ça veut dire cette partie-là, cette valeur-là qui est prise comme référence pour le territoire marocain. Alors, voilà, donc ça, on l'a expliqué. Très bien. Donc, il ne reste que deux diapositives pour finir la présentation du cours. Alors, il y a un lexique relatif au SIG, bien sûr, qui est très, très riche, euh, que vous devez apprendre au fur et à mesure que vous utilisez les SIG. Donc, j'ai inséré ici quelques mots. Donc, par exemple, géoréférencé, c'est la première des choses qu'on va voir la séance prochaine.
Géoréférencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement positionner un objet dans l'espace, c'est-à-dire dans un repère géographique X, Y et Z. Parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire des tâches sur les sites si les objets sur lesquels on travaille sont bien positionnés dans leur place exacte en termes de coordonnées. C'est ce qu'on appelle le géoréférencement. Il y a des données alphanumériques, ce sont des données décrites et écrites aussi en chiffres et en lettres. Et puis, il y a le mode vectoriel, ça signifie toutes les données qui ont une forme géométrique définis pour lesquels on peut calculer, par exemple, la longueur, la distance, la superficie, et cetera. Le raster, on l'a expliqué la dernière fois, c'est un ensemble regroupé de mailles ou bien du pixel qui vont construire vers la fin une matrice ou bien une image. Donc, qui stocke aussi des informations, mais on ne peut pas calculer ni la forme, ni la surface, ni la longueur. Et puis la projection cartographique, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est des transformations qui permettent de passer de 3D, de la représentation 3D de la Terre, vers un espace plan, c'est-à-dire vers un espace représenté sur un plan 2D. Très bien. Alors, quelles sont les conditions ou bien les domaines, pardon, d'application des SIG? Donc, tout simplement, les SIG, ils sont appliqués presque dans tous les domaines. Donc, il y a ce qu'on appelle les entreprises de services, par exemple les gaz, les téléphones, les TV, les fibres optiques et tout. Donc, sûrement, ils appliquent les SIG et ils recrutent aussi des professionnels de SIG. Il y a le transport et logistique, le cadastre, aménagement du territoire, urbanisme. Il y a surtout la génie civil, le génie civil environnemental. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez c'est quoi? Donc, le génie civil environnemental, c'est surtout le domaine de l'hydraulique et de génie de l'eau en général. Tout ce qui est en relation avec génie de l'eau, les sigles sont vraiment très, très appliqués, ce qu'on appelle le génie civil environnemental. Donc, on va la définir. Donc, le génie civil environnemental, c'est la génie civile, euh, c'est le génie civil qui surtout qui vise à construire, réhabiliter et gérer les infrastructures, des infrastructures, mais tout en gardant ou bien en minimisant l'impact environnemental, surtout en relation avec l'eau, le sol, les déchets, etc. D'accord? C'est cette interaction entre environnement et construction, bâtiment, c'est ce qu'on appelle le génie civil environnemental. Donc, dans ce domaine-là, vraiment, les SIG sont très, très appliqués. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de projets dans lesquels on utilise les SIG. Alors, défense, c'est logique parce que si on prend la télédétection, lorsqu'il a été inventé la première fois, il a été inventé surtout pour le militaire. Et puis, le domaine de forestier, l'agriculture, la gestion et protection de l'environnement, services de secours et d'intervention, la science, le géomarketing. Donc, le géomarketing, je ne sais pas ce que vous connaissez de quoi il s'agit. Hier, j'ai vu sur LinkedIn, je peux vous le montrer, des offres euh, d'emploi ce domaine de géomarketing. Donc, je peux par exemple aller sur mon profil. Je l'ai partagé hier parce que il y a des étudiants de mon réseau qui ont un diplôme du bac plus 5 en SIG. Voilà, les postes, les postes. Voilà, elle est là. Très bien. Alors, donc vous voyez déjà Total Energy recrute, analyste SIG débutant, Python et QGIS. Et là, c'est le jeu marketing. Donc voilà, c'est un poste de Maroc Telecom il y a 6 jours, un responsable géomarketing à Rabat. Donc les missions, c'est gérer et analyser les données géographiques, par exemple réseau, couverture, clients, etc.
élaborer des études du marketing, etc. Donc, les compétences recherchées, c'est surtout un bac plus 5 ou équivalent, en sigle ou équivalent, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise surtout le traitement de données et des systèmes d'information. Et par la suite, bien sûr, il demande d'expérience. C'est ça le problème de la majorité des postes. Parfois, il demande d'expérience et pour avoir de l'expérience, tu dois travailler. Donc, c'est vraiment une problématique pour les jeunes diplômés. Et puis, maîtrise des outils SIG, par exemple ArcGIS, QGIS ou équivalent, et des bases de données. Donc, les bases de données qu'elle demande ici, c'est SQL. SQL, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait la science à distance, je vous ai parlé un petit peu d'un module de base de données qu'on enseigne aux étudiants, surtout de première année, deuxième année de la fac. C'est des étudiants euh, c'est un module d'informatique qui permet de gérer les bases de données quand on a des bases de données en normes, quelles sont les techniques qu'on utilise. Et parmi les programmes, c'est l'SQL. Alors ça, c'est juste entre parenthèses pour vous expliquer c'est quoi le géomarketing. Et par la suite, il y a l'exploitation des ressources, les risques naturels, les ressources naturelles, etc. Donc vraiment, les sigles, ils sont vraiment très, très appliqués dans pas mal de domaines. Alors, je reviens ici. Normalement, ce qu'on va faire, parce que pour maîtriser les SIG, donc, comme j'ai dit aux autres groupes, c'est un domaine qui évolue très, très rapidement. Nous, on ne pourra pas tout faire, comme j'ai dit aux autres groupes, en 12 heures. Normalement, vous avez 12 heures. Et le problème, c'est qu'avec avec ce volume horaire de Ramadan, donc on a minimisé pour chaque séance, ils ont minimisé ils ont, à 1h30. Donc, vous aurez 9 heures. 9 heures du cours ITP, c'est pas vraiment suffisant. C'est impossible de maîtriser les SIG en 9 heures. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, parfois même il y a le niveau 0, jusqu'à niveau avancé, niveau expert, niveau avancé. Généralement, le niveau 1, on l'enseigne aux étudiants du DUT, Bac plus 2. Niveau 2, 3, c'est licence. Niveau 4, c'est master. Et vous, en tant qu'étudiant élève d'ingénieur, vous devez normalement faire un niveau avancé. Mais le problème, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez dit que vous n'avez jamais fait les SIG. Donc, ce sera vraiment un problème. Donc, ce que je vais faire FLTP, je vais essayer de faire un peu de tout, un mélange. Les premières séances, c'est sur les niveaux basiques. Et par la suite, on va essayer d'avancer un petit peu les informations, peu à peu. Mais je vous demande vraiment de faire un peu d'auto-formation, de chercher chez vous, parce que c'est un domaine qui évolue, surtout avec l'apparition de l'IA, l'intelligence artificielle combinée avec les SIG. C'est vraiment des outils très, très puissants et qui évoluent très, très vite. Ça d'une part. Alors, la dernière chose, avant de vous libérer, je demande, s'il vous plaît, à délégué de classe de me partager son email, d'accord? Pourquoi? Comme ça, je vais vous enverrer le logiciel. Alors, le logiciel, Monsieur, oui, si vous permettez, je souhaiterais revenir sur je ma vous entends, question que je voulais. je vous entends pas. Monsieur, Qu'est-ce que vous avez dit? Essayez monsieur, d'écrire. je souhaite revenir. Monsieur, Vous avez un problème de connexion. Si vous pouvez écrire la question sur chat, ça sera mieux. Alors, en attendant que vous écrivez votre question, je vous ai dit que, voilà, très bien, Nu'man, donc je vais vous envoyer là, c'est l'email WhatsApp, s'il vous plaît, WhatsApp, mon WhatsApp, ça sera mieux. Alors, le logiciel, bien sûr, on ne peut pas travailler sur ArcGIS Pro parce que c'est un peu compliqué d'avoir l'activation. Alors, vous aurez la dernière version de l'ArcGIS, c'est l'ArcGIS DESPA 8, donc cette version-là. Donc, lorsque vous allez ouvrir le dossier, vous aurez déjà un fichier texte dans lequel il y a une vidéo. C'est une vidéo très courte qui va vous expliquer juste les étapes pour avoir une version activée.
Donc, il faut vraiment la suivre. Alors, vous aurez deux sous-dossiers. Ça, c'est le desktop, c'est-à-dire le desktop, c'est-à-dire, si vous voulez, l'application qu'on va installer. Et là, c'est l'activation, c'est le crack. Donc, il faut tout simplement l'écraser au niveau de votre système C. D'accord? Donc, en suivant, bien sûr, les instructions et les étapes qui sont mentionnées sur le fichier texte. Alors, je reviens ici. Vous n'avez pas. Ah oui, je souhaite revenir sur ma question que je vous posais lors de ma séance précédente. Moi, j'ai déjà suivi mon dossier. Je n'arrive pas à identifier concrètement comment exploiter les connaissances dans le cadre professionnel, notamment dans le domaine des travaux linéaires. Écoutez, il me reste 5 minutes, je peux, on peut voir ça. Écoutez, les SIG, si je vous dis que je vous ai donné les domaines d'application des SIG. Donc, les domaines d'application, ils sont très, très nombreux. Et vous dites que tu ne trouves pas où vous exploitez les SIG. C'est pas parce que, c'est juste parce que vous n'avez pas bien fait une recherche. Alors, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, je peux, par exemple, tout simplement taper sur Google et vous allez voir. Vous avez dit quoi? Les AC travaux linéaires. Donc, JIS, ياك et travaux linéaires. ولا إحنا نسميهم tracés linéaires. Tracés linéaires. Et vous allez voir que système d'information, extraction des structures linéaires, cartographie, donc travaux, surtout, je mettrai euh, structure. Parce que normalement, les SIG, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont appliqués dans tous les domaines presque. Mais pour le génie civil, généralement, c'est génie civil environnemental qui est beaucoup plus, si vous voulez, dans laquelle on utilise vraiment les SIG. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez travailler sur un bâtiment, donc dans un bâtiment, les dimensions, elles sont très, très, si vous voulez, très, très réduites. Alors, dans ce cas-là, le SIG, par exemple, l'ArcGIS, il n'est pas souhaité pour ce genre de travaux. Pourquoi? Parce que les dimensions, elles sont un peu réduites. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement travailler avec d'autres programmes, avec d'autres logiciels, par exemple l'AutoCAD, le BIM, etc. Mais quand on travaille à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des villes, donc là, il faut passer par les SIG. Il n'y aura pas aucun logiciel qui est beaucoup plus fort par rapport au SIG. Je job que monsieur, parce que c'est déjà l'heure, on peut reprendre ça après. Euh, le domaine des barrages, d'accord? Je peux vous montrer rapidement un travail pour la conception et le dimensionnement des barrages et qui a été fait à Flissig. Alors, je peux le faire rapidement, data. Euh, euh, alors, on va attendre. Donc, le domaine des barrages, donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec les SIG, voilà. Donc ça, c'est la conception, par exemple, c'est surtout l'étude géologique et l'étude géotechnique pour le dimensionnement d'un barrage. Donc, c'est dans les SIG. Donc, tu ne peux faire ça que dans un SIG parce que c'est lui qui va surtout vous permettre de faire une bonne dimensionnement et une bonne conception de barrage. Ça, c'est pour le barrage de Makhazine.
peut-être les séances précédentes, je vais vous apporter d'autres exemples. Alors, c'est déjà l'heure, donc monsieur, je garde cette question pour les séances prochaines. Ralph Carnifera fait le début de la séance, mais à la fin, parce qu'il y a d'autres groupes après le groupe Dialk, et pour pouvoir la discuter. C'est bon. Merci de me renvoyer votre email, d'accord, pour